Cependant, j'avais repris le service de poste en rentrant le 21 au matin. Le matériel de ce service n'avait pas manqué. Cela était impossible. Le directeur général avait jeté dans le personnel un désordre déplorable. Non seulement il avait provoqué et étudié les dénonciations les plus absurdes, mais il avait récompensé aussi les haines et les défiances ayant rendu ennemis les uns des autres la plus grande partie des employés. Ils étaient tous sous jacobins aux gens de qualité. J'ai appris peu la première fois que dans une administration que j'avais conduite pendant 13 ans, il y avait des prêtres, des régicides, des chevaliers de Saint-Louis et des émigrés. Ces derniers, surtout si souples, si nuls, avaient poursuivi avec un acharnement incroyable. Le supérieur peut avoir leur place et fit cesser tous ces scandales en ne voulant y prendre aucun intérêt. Et la plupart de ces messieurs furent les premiers à signer l'acte additionnel aux constitutions et les serments de fidélité à l'empereur. Il ne me fallut pas 8 jours pour sentir l'abîme qui allait s'ouvrir sous nos pas. La trop fameuse proclamation du Congrès était arrivée en France avant celle de l'empereur. Il ne fut plus possible d'établir un doute sur son authenticité. Et l'empereur, quoiqu'il ne l'avoua pas, sentit autant qu'autre que l'orage ne pouvait être détourné. J'aurais désiré que, renonçant au passé, il ne se présenta que comme le lieutenant général du royaume et comme stipulant au nom de son fils. La réflexion me donna la conviction qu'une telle mesure était impossible. Il fallait donc marcher franchement la couronne impériale sur la tête. Devait-il rappeler la Constitution? Je sais que cette question a été débattue avec beaucoup de chaleur et qu'elle a trouvé d'habiles adversaires. En le repoussant, il ne restait plus rien, disait-on. Et puis alors, la grande faute du règne de Napoléon, c'est ce défaut d'ensemble, cette absence de toute loi, si vivement réclamée par les anciens amis de la liberté, qui avaient tout perdu et qui empoisonnaient encore les présents. Il est déplorable cependant qu'on ait eu les conserver, puisqu'il fallait donner une constitution nouvelle à quoi surveillant tous ces édits. 100 fois plus dangereux que les ordonnances du roi, c'était un homme de l'indépendance qu'il fallait parler. C'était au nom de son fils qu'il fallait même ordonner. L'ennemi battu, on aurait évité la querelle intérieure. Mais je dois le dire, l'empereur était épouvanté de l'énergie de tout ce qui l'entourait. Les mois du règne du roi, nous avions rejeté en 1092. Alors l'empereur s'en aperçut promptement car il ne retrouva plus ni la soumission, ni le profond respect, ni l'étiquette impériale. Il m'envoyait chercher 2 ou 3 fois par jour pour causer des heures entières. Il arrivait souvent que la conversation l'aiguisait. Un jour, après 2 ou 3 tours des chambres faites en silence, ennuyé de ce ménage et pressé par mon travail, je l'ai salué pour me retirer. Comment me dit-il, étonné, mais en souriant, est-ce que l'on me quitte ainsi? Je ne l'aurais pas fait une an auparavant, mais j'avais perdu l'ancienne allure et je sentais que je ne pouvais plus le reprendre. Dans une de ces conversations qui avait pour sujet l'esprit de liberté qui s'exprimait partout avec une si grande énergie, il me dit avec le ton d'une question: tout cela durera 12 ou 3 ans? Que votre majesté n'en croit rien, lui dis-je. Tout cela durera toujours.
il ne fut pas longtemps à s'en convaincre lui-même. Elle a vu, lui, on échappa plus d'une fois, mais je ne doute pas. S'il eût vaincu l'ennemi et reconquis la paix, sa puissance aurait été grande dans le trouble intérieur. Les Alliés ont fait preuve de peu de lumière. On ne la laissant pas tranquille. Je ne sais pas quelle concession il aurait faite, mais je sais bien toutes celles que la nation lui aurait demandées, et je doute qu'il ne se fût pas d'écouter de régner, quand il n'aurait pu. C'était qu'un roi constitutionnel, à la manière des patriotes. Il se soumettait cependant admirablement bien à sa position, en apparence du moins. Aucune époque de sa vie je ne lui fis une calme plus imperturbable. Pas sous mon aigreur, avec qui que ce soit, point de patience, écoutant tout, discutant avec cette rare sagacité, cette élévation de raison qui était aussi remarquable en lui, avouant ses fautes avec une ingenuité touchante, en discutant sa position avec une pénétration que ses ennemis même n'avaient pas.